Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici de retour sur la chaîne avec mon bilan du mois de février. C'est, je pense, le mois où j'ai le plus lu depuis très longtemps, en tout cas depuis que je compte. Donc ce mois-ci, j'ai lu énormément de jeunesse, vous allez voir, aussi quelques BD. Ça n'a pas été un mois très facile personnellement, donc j'avais envie de lire que de la jeunesse, des lectures très plaisantes, donc vous allez voir. J'ai fait de très belles lectures. Pas d'énormes coups de cœur, mais des très belles lectures et des très beaux débuts de saga que j'ai vraiment hâte de continuer. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Donc j'avais découvert sa plume avec L'aube sera grandiose et j'avais hâte de me lancer dans un nouvel ouvrage de cette autrice. J'ai adoré cette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais on était vraiment pas loin. L'écriture est absolument splendide. Vraiment, elle a une écriture qui est très poétique, très fantastique. Donc ici, on est vraiment dans du contemporain, mais avec des contemporains historiques, avec des petites touches fantastiques. Donc ça a donné beaucoup de richesse au roman. J'ai adoré suivre les deux personnages principaux. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, on va suivre deux personnages, donc un homme et une femme, qui travaillent dans une usine. On ne sait pas vraiment à quelle période, mais on peut penser vers la révolution industrielle. Malheureusement, il va y avoir un très gros accident et l'usine va disparaître, va exploser. Et donc suite à ça, il va y avoir beaucoup de retournements de situation. Nos deux personnages très amoureux décident de partir sur les routes, de s'éloigner de cette ville et puis de construire leur vie sur des chemins différents de la ville industrielle. C'était une très belle lecture, vraiment très jolie, très mignonne. Vraiment, je vous le conseille, j'ai mis 4.5 sur 5. Très belle lecture. En tout cas, si vous ne connaissez pas Anne-Laure Bondou, je vous conseille de découvrir sa plume, puisque c'est une autrice qui met beaucoup de poésie et beaucoup d'inspiration dans ce qu'elle écrit. Ensuite, j'ai lu Phobos 4 de Victor Dixon. Donc c'est la fin de la saga Phobos. Donc je vais juste vous faire un petit résumé du tome 1 pour ceux qui ne connaîtraient pas Phobos, mais bon, normalement tout le monde doit connaître. En fait, dans Phobos, on va suivre 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés donc sur Mars. Donc dans le tome 1, ils sont dans la navette spatiale pour, on va dire, repeupler Mars. Et l'idée, c'est d'avoir un espèce de jeu de speed dating au sein de la navette spatiale. Donc ils vont se rencontrer chacun et se mettre ensemble donc par duo pour repeupler, on va dire, Mars. Je vais être assez bref sur ce tome 4. J'ai été extrêmement déçue, que ça soit par les thèmes abordés dans le tome 4 et par la fin. En fait, j'ai trouvé que certains thèmes étaient très bien creusés, tout ce qui était médiatisation, réseaux sociaux, que c'était très bien abordé, que c'était très contemporain avec notre époque, avec YouTube. Donc pour ça, j'ai vraiment adoré ces aspects. Par contre, pour moi, je ne peux pas vraiment vous dire sans vous spoiler, mais pour moi, le fait qu'on soit plus sur Terre que sur la planète Mars dans ce tome, ça m'a vraiment gênée, tout simplement parce que la planète Mars, l'espace et toutes ces découvertes, c'était ce qui me tenait en haleine et ce qui me faisait adorer cette saga, et donc que j'ai pas pu retrouver dans ce tome 4. Donc voilà, je termine sur une pointe de déception. Pour être honnête, je pense que la fin du tome 3 sera pour moi la vraie fin de cette saga. Ce tome n'est pas vraiment utile. On peut très bien terminer sur le tome 3 et c'est ce que je vais faire dans ma tête, puisque j'étais très déçue par cette lecture. Voilà. Malgré qu'il y ait un très bon rythme de Victor Dixon, encore une fois, la plume n'est pas incroyable comme dans les autres tomes, mais c'est une plume addictive qui est vraiment bien construite avec des chapitres courts, des différences de point de vue. Donc il y a vraiment un bon rythme, mais voilà, pour moi ça l'a pas fait du tout ce tome 4. Donc, ensuite j'ai lu Sherlock, Lupin et moi, le premier tome qui s'appelle Le mystère de la Dame en Noir, que j'ai aux éditions Albin Michel. Donc pour Sherlock, Lupin et moi, pour vous résumer brièvement, en fait on va suivre Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler, donc notamment le point de vue d'Irène Adler, qui se retrouve à Saint-Malo, donc dans cette ville portuaire de France.
où ils vont se rencontrer. Les deux garçons vivent déjà là, mais Irène est en vacances en fait à Saint-Malo avec sa mère. Et ils vont commencer à devenir amis et puis à poursuivre une petite enquête puisqu'ils vont retrouver un corps sur une des plages et donc commencer à mener leur enquête en parallèle de la police. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Alors c'est du jeunesse, même très jeunesse, je pense qu'à partir de 8 ans ça se lit très très bien. Je trouve que c'est une première entrée dans l'univers du mystérieux, du Sherlock Holmes, du Hercule Poirot, tout ça, qui est vraiment très très bien faite, très abordable pour les enfants. Et la petite enquête est vraiment sympa, j'ai été surprise. Je me suis fait complètement mener en bateau par l'auteur. Donc ici on dit que l'autrice c'est Irène Adler, mais évidemment c'est un personnage de fiction, c'est pas le vrai auteur. L'enquête était très bien ficelée. Alors évidemment pour moi, en tant qu'adulte qui aime les thrillers, qui aime Hercule Poirot, qui aime Sherlock Holmes, ça n'a pas suffi. Mais toutefois c'est une lecture qui est réussie, qui est vraiment très prenante. Le scénario est très bien ficelé, les personnages très attachants. Et en tout cas ça m'a donné envie de relire les Arsène Lupin et les Sherlock Holmes. Donc en tant qu'adulte c'est déjà un bon point. Et pour les enfants c'est vraiment très abordable et une belle entrée en matière dans le thriller et les mystères. Ensuite, j'ai lu Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Donc ici, c'est le tome 1 qui s'appelle La marche du prophète. Alors ce livre, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. En fait, dans ce livre, on va suivre Les Marek, qui est un ancien gladiateur. Donc tout au début du livre, il est encore dans son dernier combat. Et puis il va partir en retraite, entre guillemets. Il souhaite aller s'établir dans une ville, on va dire, d'érudits, assez calme, où il ne se passe pas grand-chose, et qui est à la fois une ville très riche pour pouvoir éduquer ces deux garçons, et donc pouvoir les mettre dans des bonnes écoles et être pépère en retraite, on va dire. Et donc ils vont partir sur les routes, et puis tout ne va pas se passer vraiment comme prévu. Je ne vais pas aller plus loin, puisque je ne veux pas vous spoiler. J'ai adoré cette lecture, je pense que j'ai mis 4.5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai encore eu du mal à m'attacher au personnage principal, qui est assez rude, qui est très mature. Alors il a 40-45 ans, donc forcément c'est un personnage qui est mature, qui a des très bonnes réflexions, mais du coup qui m'a semblé un petit peu froid. Donc pour moi j'ai eu du mal à m'attacher à lui. J'ai adoré le traitement de la religion, qui est fait des guerres de religion, qui est fait dans ce livre. Alors la religion à la base c'est pas vraiment mon truc, mais alors ici c'est traité d'une très belle façon. On est vraiment dans cette fin d'antiquité où on sent qu'il y a des changements au niveau religieux, même si c'est une fiction, ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Un petit point un peu négatif, le traitement des femmes dans ce livre. J'ai trouvé que les femmes étaient assez peu présentes, et quand elles l'étaient, c'était souvent soit en gros des prêtresses, soit des prostituées. Il y a assez peu de personnages féminins qui sortent du lot comme un petit peu différentes. Alors je verrai dans le tome 2 si c'est un peu plus creusé ou pas. Mais en tout cas, c'était une très belle lecture. J'ai adoré la plume de Gabriel Katz et l'univers qu'il a créé autour de cette antiquité, de cette guerre de religion entre ce nouveau mouvement, entre guillemets, et la religion d'État, on va dire, qui est de mise dans cette ville où souhaite s'établir Les Marek. En tout cas, très très belle lecture et je vous le conseille à 1000%. Pour continuer dans la fantaisie, j'ai lu Lude en brume de Hope Mirlise, je sais pas bien comment on prononce, aux éditions Âge d'or de Calidor. Donc en fait, c'est un livre que j'ai découvert en promenant dans ma librairie en région parisienne chez mes parents. Et j'ai craqué pour la couverture. Alors l'illustration est absolument splendide. C'est illustré par Hugo de Faucompré. Donc c'est très très beau. Il y a également des illustrations à l'intérieur. Je vais essayer de vous en montrer une. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que tout d'abord, il y avait une magnifique citation de Neil Gaiman qui disait que c'était un incontournable et un des romans qui n'avait pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Ici, on est dans un livre de fantasy écrit dans les années 20, donc avant même Tolkien. Donc c'est vraiment le début de la fantasy, on va dire contemporaine, telle qu'on la connaît. Et dans lequel on va suivre une cité qui s'appelle Lude en brume. Une cité-état, on va dire, qui a complètement rejeté le royaume de Féerie qui est voisin à cet état.
Et donc ils rejettent complètement les anciennes traditions féeriques. Le problème, c'est que il y a un trafic de fruits féeriques qui est dans la cité. Et donc on va suivre le maire qui essaye on va dire, d'abolir ce trafic de fruits féeriques. Et il va lui arriver quelques bricoles. Donc je vous en dirai pas plus. C'est une super entrée en matière pour la fantaisie adulte. Donc moi qui lis pas beaucoup de fantaisie adulte, beaucoup plus de la fantaisie jeunesse, vraiment je vous le conseille parce que l'écriture est splendide, addictive, magnifique, c'est très facile d'accès. Pas comme Tolkien, vraiment j'avais eu beaucoup de mal à lire Le Seigneur des Anneaux, pour moi c'était trop descriptif, très compliqué. Je l'avais lu en tant qu'ado, donc ça avait été vraiment encore plus compliqué. Celui-là est très accessible, je dirais à partir même de 13-14 ans. C'est de la très très belle fantaisie. On voit certains éléments féeriques, on a ces histoires de fées qui essaient d'emprisonner les esprits humains. Vraiment, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors, en plus, c'est un one-shot, donc c'est pas une série qui va vous prendre 4 tomes. Vraiment, je vous le conseille. En plus, c'est un livre, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Ça m'a fait découvrir l'édition Âge d'or de Calidor, puisqu'ils essayent, en fait, chez Calidor, de publier des romans fantasy, fantastiques, qui ont été un petit peu oubliés de nos jours. Et vraiment, je trouve que c'est une belle intention et j'espère en lire d'autres de ces éditions. En tout cas, vraiment, je vous conseille Lude en brume pour découvrir la fantaisie. C'est vraiment très accessible et vous passez un très très bon moment. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais honnêtement, on n'était pas loin. J'ai mis 4 sur 5 à celui-là. Alors, mon vrai coup de cœur du mois de février, il n'y a pas eu beaucoup, mais il y a eu celui-là. Le tome 1 de Sauveur et Fils de Marion Muraille chez l'École des Loisirs. Vraiment, c'est une saga qui m'a vraiment pris aux tripes, que j'ai trouvé très touchante. En fait, dans cette histoire, on va suivre Sauveur, qui est psychologue pour enfants et qui suit des cas d'enfants qui sont parfois très très durs. Hein. On est sur, alors il y a de l'addiction aux jeux vidéo, mais il y a aussi des enfants qui font pipi au lit, des enfants qui subissent du harcèlement, qui ont du mal avec l'école. Voilà. Et en fait, sous chaque histoire, on se rend compte qu'il y a des passifs encore plus difficiles pour ces enfants. Et pourtant, c'est un livre qui est très drôle. Voilà, on s'y attend pas comme ça quand on a des histoires aussi dures, mais c'est un livre qui est très 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 drôle, qui est très abordable pour les adultes, puisque je pense qu'il y a vraiment un double niveau de lecture. À la fois c'est très drôle et c'est agréable pour des ados qui pourraient se reconnaître dans certaines situations. On parle par exemple de la scarification, du suicide. Donc vraiment c'est des thèmes durs, hein, mais qui sont très très bien abordés, qui remettent au centre l'importance d'aller voir un psychologue ou de faire une thérapie quand ça va pas bien. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, encore une fois, l'humour de l'auteur, le personnage principal et son fils qui est juste adorable, qui a 8-9 ans et qui est tout mignon et qui essaye d'aider les patients, qui écoute aux portes des consultations alors que c'est strictement interdit, est très attachant. Vraiment, je me suis acheté le tome 2 là et j'ai hâte de m'y mettre. Je vous le conseille. Voilà, ne vous faites pas la couverture qui est certes très mignonne mais qui fait très jeunesse. Pour moi, c'est un livre qui parlera aux adultes, y compris aux adultes qui ont des enfants, puisque c'est des thèmes durs, contemporains et dont il faut parler. Et du coup, c'est très très bien abordé dans ce roman. Voilà, donc encore une fois, Sauveur et Fils de Marion Muraille, celui-là j'ai mis 5 sur 5, c'était mon coup de cœur du mois de février. Les Sœurs Carmine, donc celui-là c'était presque sur tome 1, Le complot des corbeaux d'Ariel Holz, qui est aux éditions Naos. Voilà. Les Sœurs Carmine, forcément, ça a été tellement plébiscité sur Booktube, que ce soit par Piketty Bookin au début, puis par Lemon June, Raz-Marée dans le secteur jeunesse. Alors, c'était une très belle lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, dans Les Sœurs Carmine, on va suivre 3 sœurs, et notamment la sœur du milieu, donc, qui s'appelle Mériver. Donc on est dans une ville qui s'appelle Grisaille, où tout est un peu glauque. C'est pas vraiment steampunk, mais on est dans du fantastique un peu gris. La vie a l'air pas drôle du tout. Quand on meurt, on peut se faire ressusciter et être pris en esclavage par des familles très riches. Donc c'est une société qui est régie par, il me semble, 7 ou 8 grandes familles en fait. Et à côté de ça, on va suivre Mériver et ses 2 autres sœurs. Mériver, c'est une monte en l'air, ça veut dire que elle va dans les maisons voler des choses, puisque les 3 sœurs sont entre guillemets seules au monde, elles n'ont pas vraiment de famille et du coup elles doivent subvenir à leurs besoins.
J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers, c'est très très drôle, ça m'a fait énormément rire, il y a des moments où j'ai même éclaté de rire dans le métro, donc ça m'arrive quand même rarement. Euh, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai bien aimé le personnage de Mère Hiver. Gros coup de cœur pour le personnage de Dolorine, voilà. Le personnage de Dolorine qui est la cadette qui doit avoir 7-8 ans, qui est à mourir de rire parce qu'elle balade sa poupée qui est psychopathe. Sa poupée lui demande de tuer des gens, de les torturer. C'est très très drôle. Vraiment, c'est un roman qui fait plaisir, qui fait du baume au cœur parce qu'il est drôle. Et encore une fois, c'est une bonne entrée en matière, pareil, dans le fantastique. C'est très accessible, l'écriture est accessible, drôle. On a des thèmes abordés qui sont la lutte des classes, donc il y a quand même des doubles niveaux de lecture. Ça m'a beaucoup plu, donc celui-là vraiment, allez-y. Ça n'a pas été un coup de cœur, il manquait. Je pense que le tome sur Dolorine sera un coup de cœur. En tout cas, j'ai acheté le tome 2 qui est sur Tristabel, donc la plus grande des sœurs, et je souhaite le lire rapidement. Mon deuxième mini coup de cœur de ce mois, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais que j'ai aux éditions Sarbacane. Donc je sais pas ce qui m'arrive, des coups de cœur sur du contemporain, ça peut arriver. Les Petites Reines, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je trouve que c'est un livre qui est important à faire lire à toutes les adolescentes, notamment celles qui sont pas forcément bien dans leur peau. Moi, c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 13-14 ans parce que je pense que ça m'aurait donné du baume au cœur. En fait, dans Les Petites Reines, on va suivre 3 jeunes filles, notamment le point de vue de Mireille, qui ont été élus numéro 1, 2 et 3 des boudins du lycée sur un groupe Facebook. Donc c'est un espèce de concours qui a lieu tous les ans par un gamin qui est absolument horrible. Vraiment, ça... Donc sur le coup, on se dit, voilà, ça va être dur. Et en fait, c'est un livre qui est très très drôle. Mireille, qui est donc maintenant boudin numéro 3 et non plus top 1 comme les années précédentes, qui est un peu fâchée de plus être top 1, va en fait rencontrer les 2 autres boudins et en fait elles vont décider tout ensemble de partir à vélo jusqu'à l'Elysée pour des raisons que je vous révélerai pas, et en finançant leur voyage en vendant des boudins. Donc c'est un livre qui est tellement drôle, il y a plein de punchlines trop drôles. Alors je m'en rappellerai jamais parce que je suis pas du genre à me rappeler des citations, mais vraiment c'est drôle. Ça, honnêtement, ça traite de sujets très importants et graves comme le harcèlement scolaire, comme le fait de se sentir mal dans sa peau quand on est au collège, lycée, les railleries, les moqueries des gens. C'est l'image qu'on a de soi, l'image qui est donnée par les médias, surtout du corps de la femme. C'est un roman qui est profondément féministe, hein, mais qui est abordable pour les jeunes filles, moi je vous dis à partir de 12-13 ans. Voilà, à la fois les bienfaits et les ravages des réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre. La confiance en soi, ça s'acquiert, et même à 28 ans, c'est pas toujours tous les jours là. Donc ça m'a mis du baume au cœur, et vraiment je vous conseille vraiment à 2000% celui-ci. Et faites-le lire à vos jeunes filles parce que c'est important. Et on va finir par 2 BD. Donc la première, c'est Les Carnets de Cerises que j'ai aux éditions du Soleil. Le tome 3, donc, qui s'appelle Le Dernier des 5 Trésors. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Les Carnets de Cerises, on va suivre une petite fille qui vit seule avec sa maman. Elles sont très proches avec sa maman et elle aime beaucoup faire des enquêtes. Donc en fait, elle s'incruste un petit peu dans la vie des gens. Et puis elle va fouiller, chercher des énigmes, fouiller leur passé. Voilà. Et donc là, on est dans une enquête où il y a une petite chasse au trésor avec différents indices. Encore une fois, c'est une BD qui m'a beaucoup touchée. Cerise arrive toujours à me toucher. Donc c'est une BD qui est jeunesse, mais qui peut encore une fois se lire en tant qu'adulte parce que c'est très beau. Les dessins sont splendides. Je vais vous montrer quelques planches du début pour pas vous spoiler. Alors il y a toujours des planches comme ça qui montrent l'intérieur du journal intime de Cerise. Et ensuite vous avez les vraies planches de BD. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est très graphique. Il y a une très très belle gestion des couleurs. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. Alors, j'ai même pas dit les auteurs, quelle honte. Donc, c'est écrit par Joris Chamblin et c'est illustré par Aurélie Néret.
Donc vraiment, les carnets de cerises, c'est très très beau. Vraiment, encore une fois, je vous le conseille quand vous avez si vous avez des petites filles à partir de l'âge de 8 ans. Ça se lit très très bien et ça aborde des thèmes qui sont pas forcément faciles, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Donc voilà, c'est un livre qui regorge de bienveillance et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien dans le monde qu'on a aujourd'hui. Donc partagez-le, lisez-le et faites-vous plaisir avec cette très très belle BD. La dernière BD et dernière lecture de ce mois-ci, puisqu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, ça s'appelle Dans l'antre-deux, la pénitence de 3 auteurs, donc Thomasy, Bertram et Stewart, aux éditions Glénat. Donc si vous avez suivi la semaine en BD de Lemon June, c'est une des BD qu'elle a conseillé. Alors j'ai été tout de suite prise par le thème. En fait, ici on va suivre la veuve Winchester. Donc, en fait, c'est donc la veuve de l'homme qui a inventé tout ce qui est arme à feu. Donc, Winchester qui était vraiment richissime. Donc, évidemment, elle va hériter de sa fortune. Malheureusement, sa petite fille est également décédée. Et donc, pour essayer de faire son deuil, en fait, elle construit une maison, un manoir qui est absolument énorme et qui coûte une fortune pour, on va dire, expier ses démons. Et en fait, cette maison, elle a une particularité, c'est que la Miss Winchester, elle change les plans tous les soirs. Donc c'est un calvaire pour les ouvriers. Il faut toujours qu'il y ait un coup de marteau, il faut toujours que quelqu'un travaille, sinon elle devient complètement folle. Donc c'est un livre qui traite de pas mal de choses. C'est un petit peu paranormal, c'est très violent. Alors si vous n'aimez pas tout ce qui est violence, je vous conseille de ne pas aller sur ce livre. C'est assez violent. En fait, on va suivre un homme qui arrive comme nouvel ouvrier, on va dire, dans cette maison. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette veuve Winchester. J'avais déjà entendu parler de cette maison, puisqu'on dit que c'est une maison les plus hantées aux États-Unis. Effectivement, cette dame entend des voix, voit des morts. Il y a beaucoup de paranormal et c'est cette histoire qui m'avait beaucoup intriguée. J'ai beaucoup aimé les dessins. Alors, je vais vous montrer quelques planches avec des gros plans sur les yeux pleins d'effroi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Après, c'est une BD qui m'a pas touchée, dans le sens, j'ai pas été vraiment émue, j'ai plutôt été horrifiée en fait. Bon, alors, encore une fois, c'est une BD d'horreur, donc c'est normal, mais ça m'a pris aux tripes, et vraiment, j'étais mal en fait pour cette dame qui voit des choses, et on sait pas vraiment si c'est la réalité ou pas. Il y a des faits historiques réels qui se mêlent à ce paranormal fantastique. En tout cas, c'est une belle BD très intéressante. Moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cette dame et sur cette maison qui est apparemment hantée. Alors oui, il y a des portes qui mènent sur le vide, il y a des escaliers qui mènent au plafond, qui mènent nulle part. Il y a des recoins secrets. Donc c'est une maison qui se visite. J'aimerais beaucoup aller la visiter si un jour je vais aux États-Unis par là-bas. En essayant de... Pas la nuit en tout cas, parce que je tremblerais dans ma culotte. En tout cas, c'est une belle BD et elle est assez lourde, hein, donc il y a une vraie histoire, comme j'ai mis plus d'1 heure pour la lire. Je vous conseille si vous aimez tout ce qui est horreur, avec un peu de violence, parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas sur la violence comme moi, c'est un petit peu dur. Mais si vous avez envie de découvrir l'histoire de cette femme, et puis une histoire fiction, hein, encore une fois, sur la veuve Winchester, je vous conseille d'y aller. Donc c'est tout pour mon bilan du mois de février. Alors c'était déjà très long, je vais essayer de couper. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous plaira et puis je vous fais de gros bisous.